vol, torture, meurtre. Le cartel de drogue fera tout en vue de protéger ses intérêts, peu importe qui pourrait être pris dans le feu croisé. Les agents du FBI travaillent de concert avec les policiers de New York pour riposter, risquant leur propre vie pour infiltrer un gang de narcotrafiquants, pour faire la lumière sur leurs secrets et pour démanteler leur organisation depuis l'intérieur. Le crack est bon marché, facile à fabriquer, et il crée une forte accoutumance. Peu de temps après son arrivée sur le marché noir, la violence s'installa. La plupart des homicides avaient lieu dans la rue, et les victimes étaient des revendeurs ou des consommateurs. Mais d'innocentes personnes en firent aussi les frais. L'enquêteur Richard Ippolito de la police de New York travaillait pour la brigade des stupéfiants. Le propriétaire d'un restaurant chinois est sorti un soir de son commerce. Il y avait là 2 toxicomanes qui auraient fait n'importe quoi pour avoir leur dose. Comme le propriétaire avait des dents en or, ils ont tout bonnement décidé de le tuer. Et quand il s'est affaissé, ils ont sorti leur couteau et lui ont arraché les dents. À la fin des années 80, à New York, la vente de crack connut une forte recrudescence. Voici le lieutenant Mike Garrity de la police de New York. Ça a été une période très violente. Il y avait des guerres de gangs. Certains types contrôlaient une intersection. Si un autre revendeur avait le malheur de s'installer au même endroit, il y avait une fusillade. Et pendant ces fusillades, des innocents perdaient la vie. Le taux de criminalité augmentait sans cesse. Et la situation échappait totalement à notre contrôle. Mais arrêter les consommateurs de crack et les revendeurs ne réglerait malheureusement rien. C'était une histoire sans fin, ça évoluait constamment. Chaque fois qu'on arrêtait 1 ou 2 types, il y en avait d'autres pour les remplacer. Pour endiguer cette vague de violence, il fallait identifier les organisations qui importaient la drogue et les démanteler. À cette fin, le département de la justice créa un groupe d'intervention contre le crime organisé et le trafic de drogue. Connu sous le nom de C13, le groupe d'intervention était formé d'enquêteurs du service de police de New York et d'agents du FBI. Ils savaient exactement contre qui ils se battaient, selon le superviseur et agent spécial Fernando Llanos. Au début des années 90, à New York, les Colombiens contrôlaient le marché de la drogue. Les 2 principaux gangs reliés au trafic de drogue étaient les cartels de Medellín et de Cali de Colombie. Quand les cartels envoyaient des drogues aux États-Unis, ils les cachaient dans des cargaisons de marchandises réglementaires, comme nous le raconte l'agent spécial Phil Spinelli des douanes américaines. Avec les conteneurs, on peut cacher des narcotiques parmi toutes sortes de marchandises envoyées aux États-Unis. Ils ont déjà mis des narcotiques sous forme liquide dans des bouteilles. Ils ont déjà fabriqué des dominos avec des drogues, ou ils en ont mis dans des boîtes de pâte de goyave et des boîtes de conserve de pêche parfaitement scellées. Ces stupéfiants arrivaient au port de New York, l'un des ports les plus achalandés au monde. Dans le secteur de New York, on reçoit environ 5000 conteneurs par jour. Chacun de ces conteneurs contient entre 8000 et 13 000 kilos de marchandises. C'est donc extrêmement difficile à fouiller. Ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Quand les drogues arrivaient à New York, elles étaient ensuite distribuées partout au pays. Le groupe d'intervention était résolu à mettre fin à cet approvisionnement en drogue et à démanteler les cartels. Le but de notre groupe d'intervention était de recueillir des informations, de surveiller ces types et d'infiltrer leur groupe pour les démanteler ensuite. Pour y arriver, l'agent d'infiltration Ippolito s'introduisit clandestinement au sein de cet univers. Mais il avait besoin d'aide.
Les enquêtes les plus efficaces sont celles où l'on parvient à avoir des informateurs parce qu'ils savent ce qui se passe. Ils font déjà partie de l'organisation. Dès que l'enquêteur eut gagné la confiance d'un informateur, les portes commencèrent à s'ouvrir. Un de mes informateurs était extrêmement fiable. En décembre 1991, l'informateur parla à Ippolito d'un certain Eduardo. Selon lui, ce fabricant de clones de téléphones portables pouvait avoir des liens avec le cartel de Medellín. Toujours selon l'informateur, les cartels de drogue colombiens voulaient à tout prix faire affaire avec la mafia américaine. Pour eux, les membres du crime organisé étaient là depuis longtemps et ils connaissaient la machine et avaient tous les contacts. C'était principalement pour ça qu'ils voulaient travailler avec eux. Cela pouvait représenter l'occasion espérée par Ippolito pour infiltrer le cartel. Il décida de se faire passer pour un membre de la mafia intéressé à organiser une transaction importante avec le cartel colombien pour faire entrer des stupéfiants à New York. L'enquêteur demanda à son informateur d'arranger une rencontre entre Eduardo et lui et de le présenter sous le nom de Tony Romano, son nom d'emprunt. L'informateur rencontra Eduardo et lui parla alors de ce Tony Romano. Eduardo sembla intéressé par ce contact au sein de la mafia et il accepta de le rencontrer. Mais il mit toutefois l'informateur en garde. S'il s'agissait d'un coup monté, il se vengerait. Les missions d'infiltration sont sans contredit les plus dangereuses missions confiées à un agent. Si quelqu'un découvre qu'il est policier, son informateur et lui seront à coup sûr tués. Chaque rencontre est préparée au quart de tour afin que l'agent d'infiltration sache exactement quoi dire et quel sujet éviter. Les opérations d'infiltration sont soigneusement mises au point. On n'envoie pas nos agents comme ça dans la fosse aux lions. On fait des rencontres préparatoires. On établit une stratégie et l'on examine tout en détail. On essaie d'envisager tous les scénarios possibles. Et quand on décide de passer à l'action, la sécurité de notre agent est primordiale. Les policiers sont assignés à la surveillance exclusive de l'agent d'infiltration. On essaie aussi d'avoir un certain contrôle sur les lieux où la rencontre va se tenir. On doit choisir un endroit avec lequel on est déjà familier. Le C-13 décida d'organiser la rencontre entre Ippolito et Eduardo dans un bar. On s'est installé à l'extérieur et on les a vus arriver. À l'intérieur, il y avait d'autres agents et des enquêteurs. La clé consiste à ne jamais paraître nerveux. C'était préférable de ne pas y aller trop vite parce que lorsqu'on fait ça, ils se méfient. Ils se mettent à croire que vous êtes un policier ou un agent du FBI et ils reculent. Je me suis dit que je commencerais par essayer de conclure un achat de clones de téléphone portable avec ce type. Ippolito suggéra de lui acheter des appareils reprogrammés qui utilisaient le service téléphonique d'abonnés à leur insu. Il lui dit qu'il avait besoin d'appareils comme cela dans la mafia. Je lui ai également dit que je ne voulais pas en venir trop vite au trafic de drogue parce que je ne le connaissais pas. Je lui ai dit, commençons par ça, et si ça fonctionne, on passera à autre chose. J'ai essayé d'être un peu psychologue. Eduardo accepta de cloner des téléphones portables moyennant un montant d'argent. Après la rencontre, Ippolito fit un compte-rendu au groupe d'intervention. Ses collègues avaient eu le temps, quant à eux, de recueillir des informations sur le trafiquant de drogue. Eduardo était considéré comme un petit passeur de drogue, ce qu'on appelle une fourmi. Il n'avait pas une position élevée au sein de l'organisation. Ce type établissait de nouveaux contacts et ce genre de choses. Il n'était pas notre cible dans notre enquête. On voulait simplement se servir de lui comme d'un point de relais pour atteindre les gens plus haut placés dans la hiérarchie. Après avoir déclaré qu'il était satisfait de son achat de téléphone portable, Ippolito passa à l'étape suivante. Il organisa une autre transaction avec Eduardo, cette fois pour la vente de narcotiques. L'enquêteur devait maintenir son image de mafioso. On doit avoir une certaine crédibilité et convaincre les gens qu'on est réellement ce qu'on prétend être. Mais pour faire ça, il faut avoir la bonne attitude, l'expression qui sonne juste.
Les autorités devaient y aller progressivement. Il n'aurait pas été sage d'acheter immédiatement une grosse quantité de cocaïne, car cela aurait pu éveiller les soupçons d'Eduardo. Ça aurait été comme de brandir un drapeau rouge. On a plutôt décidé de se limiter à une petite quantité. On a demandé à Eduardo de nous trouver 1 kilo de cocaïne. Eduardo trouva sans mal le kilo de drogue, ce qui était un bon indice des liens qu'il pouvait avoir avec le cartel. Le groupe d'intervention C13 vérifia la pureté de la cocaïne que leur avait vendue Eduardo. Elle était d'une qualité remarquable, presque pure à 100%, ce qui nous indiquait qu'on avait frappé à la bonne porte, ce qu'on espérait. La pureté de la cocaïne indiquait qu'il n'y avait pas une intermédiaire. Eduardo semblait être un bon filon pour infiltrer le cartel après tout. Après cette transaction, Eduardo demanda à l'enquêteur Richard Ippolito de rencontrer les narcotrafiquants pour lesquels il travaillait. Il a organisé une rencontre entre une femme qui se faisait appeler Monica et moi. Ces gens ne donnent jamais leur vrai nom pour éviter d'être identifiés. Comme lors des rencontres antérieures, des agents civils protégeraient Ippolito. Celui-ci devait constamment jouer le rôle de Tony Romano, le mafioso. Il expliqua à Monica qu'il avait des liens avec du personnel des douanes et qu'il pouvait aisément déplacer des cargaisons dans le port. Les agents virent un homme surveiller la rencontre. L'agent spécial Fernando Llanos. Les Colombiens étaient bien organisés et parfois ils menaient leurs propres opérations de surveillance. C'était une procédure normale pour eux. On devait donc se méfier de ces types car ils pouvaient guetter la présence éventuelle de policiers. Il s'agissait d'une rencontre préliminaire. Aucune décision importante ne fut alors prise. Monica afficha un certain intérêt, mais déclara qu'elle voulait d'abord en discuter avec son associé Willy. Quand Eduardo et elle quittèrent les lieux, les agents les suivirent jusqu'à leur voiture pour identifier le véhicule de Monica. Par la suite, ils demandèrent à un patrouilleur de l'arrêter sous un faux prétexte dans l'espoir de découvrir son vrai nom. L'homme derrière le volant était celui qui avait surveillé la rencontre au restaurant. Le policier put identifier les deux suspects. L'homme s'appelait Gustavo Valencia et le vrai nom de Monica était Rocio London. L'enquêteur introduisit leur nom dans la base de données et découvrit qu'ils avaient tous deux des liens avec les cartels colombiens, les plus dangereux narcotrafiquants au monde. Avec cette information, le groupe d'intervention put ouvrir officiellement une enquête fédérale pour complot et demander le soutien des douanes américaines. Après avoir lu les rapports, l'agent Phil Spinelli du service des douanes confirma au groupe que le pseudonyme de Valencia était effectivement Willy. On avait identifié Willy comme étant un cousin éloigné de Pablo Escobar, alors à la tête du cartel le plus important. Escobar dirigeait les opérations du cartel de Medellín, le gang le plus violent de toute l'histoire du trafic de cocaïne colombien. Il mettait la tête de policiers colombiens à prix et s'assurait ainsi le pouvoir en faisant tuer tous ceux qui lui barraient la route. Comme Willy était parent d'Escobar, l'enquête du groupe C13 devenait prioritaire. Le lieutenant Mike Garrett. Lors de toute enquête, on commence à la lettre A et l'on essaie de se rendre à la lettre Z. Et c'était ce qu'on voulait faire, passer des niveaux inférieurs aux niveaux supérieurs. Quand on a rencontré Willy et connu ses contacts, on s'est dit qu'on avait atteint la bonne cible. À titre d'agent d'infiltration, Ippolito risquait constamment de se faire tuer. Il ne pouvait jamais se défaire de son personnage. Tony Romano, le rôle qu'il jouait, était censé avoir des contacts dans le port, ce qui n'était pas le cas d'Ippolito. Pour que son personnage puisse être crédible, les agents des douanes lui donnèrent un cours accéléré en transport international. Il était primordial pour Richard de tout connaître à propos des ports. On doit se souvenir que Richard jouait le rôle du type qui en avait vu d'autres et qui faisait partie de la mafia. Il avait également prétendu avoir des contacts avec les employés du port et pouvoir aisément faire passer des stupéfiants malgré les douanes. Le seul moyen pour lui de convaincre Willy et Monica, c'était de leur montrer à quel point il connaissait intimement les procédures et leur expliquer comment ils comptaient s'y prendre pour mener à bien leur projet tout en étant crédibles. Tout serait vrai et précis. Comme les cartels étaient assez puissants pour procéder à leur propre vérification d'antécédents,
le groupe d'intervention créa une identité complète à Tony Romano en mettant dans son dossier, notamment, de multiples démêlés avec la justice. Tous ceux qui enquêtaient sur cette affaire savaient à quel point il était primordial de protéger l'identité d'Hippolito. Ils n'avaient pas oublié le cas de l'agent spécial Enrique Camarena de la DEA, décoré pour l'excellence de son travail et qui avait été identifié par un gang de narcotrafiquants mexicains qu'il avait infiltré en 1985. Des membres du gang l'avaient enlevé. Ils l'avaient torturé avant de le poignarder à mort. Le groupe d'intervention posa des micros sur Hippolito afin d'obtenir des enregistrements de conversations compromettantes. Les membres du C13 savaient fort bien que si quelqu'un découvrait l'identité d'Hippolito, ce serait fini pour lui. Lors des précédentes rencontres avec les suspects, personne ne l'avait fouillé. Mais cela pourrait changer. Dans ce genre de travail, il est facile de s'expliquer si quelqu'un trouve une arme sur soi. Ça fait partie de ce genre de métier. Mais il est extrêmement difficile d'expliquer la présence d'un micro collé sur sa poitrine. Et surtout, Hippolito devait incarner son personnage jusqu'au bout des ongles pour écarter tout soupçon. Je devais m'habiller comme le font les truands, parler comme eux. Je devais conduire une voiture tape à l'œil et porter des bijoux. Bientôt, Hippolito rencontra Willie. Plus il montait dans la hiérarchie de l'organisation, plus les suspects étaient méfiants. Il était plus difficile de les berner. On parle ici de gens qui écoperaient de longues peines d'emprisonnement s'ils étaient capturés. Dans ce monde-là, ils ont tous un sixième sens. Le succès de ces individus dépend totalement de ce sixième sens, comme s'ils devaient avoir une antenne qui les avertit du danger. Et ces types étaient là pour évaluer Richard et déterminer s'ils pouvaient compter sur lui et faire affaire avec lui. Les agents écoutèrent la conversation tout en protégeant Hippolito. Les policiers sont aussi de vrais amis et ils ne veulent pas nous voir mourir. C'était rassurant de penser qu'il y avait des gens pour me protéger. Le groupe d'intervention gravissait progressivement les échelons du cartel, sachant toutefois que la moindre erreur pourrait s'avérer fatale. L'agent d'infiltration Richard Hippolito jouait le rôle d'un mafioso qui s'appelait Tony Romano. Il rencontra bientôt des membres d'un cartel de drogue colombien. Sa protection était assurée par des membres du groupe d'intervention C13, dont certains faisaient mine d'être des gardes du corps de la mafia. Hippolito déclara aux suspects Willie et Monica que s'ils recevaient en contrebande de la cocaïne au port de New York, ils pourraient leur éviter la douane et cacher ces stupéfiants dans un entrepôt jusqu'à leur distribution. Voici l'agent Phil Spinelli du service des douanes. Cette offre était alléchante pour les Colombiens, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui viendrait chercher au quai les conteneurs remplis de narcotiques. Après la rencontre, des agents civils prirent les suspects en filature. Ils notèrent alors un détail intéressant à propos des narcotrafiquants, comme s'en souvient l'agent spécial Fernando Llanos. Ils étaient très discrets. Les Colombiens ne roulaient pas dans des Mercedes-Benz, des Porsche ou d'autres véhicules clinquants et hors de prix. Leurs vêtements n'attiraient pas l'attention. Ils ne portaient pas de bijoux en or. Ils faisaient tout pour ne pas sortir de l'ordinaire. En tout cas, c'était évident avec Monica et Willie. Les enquêteurs recueillirent davantage d'informations sur le couple par le biais d'autres contacts. On croyait qu'ils s'étaient déjà fait confier de grosses quantités de stupéfiants et qu'ils les avaient perdus. Par conséquent, ils avaient perdu la confiance de leurs supérieurs. Ils avaient perdu de l'argent et en devaient maintenant au cartel. Quand Willie et Monica avaient perdu ces drogues, le cartel avait été très clair. Ils devaient tout rembourser, sans quoi ils mourraient. Cette situation devrait permettre au groupe d'intervention de faire progresser l'enquête. Les individus qui doivent de l'argent à un cartel et qui veulent régler cette dette sont plus motivés à prendre des risques pour gagner une importante somme. Ils pourront ainsi remettre le compteur à zéro. Par le biais de Willie et Monica, les enquêteurs pourraient faire avancer leur enquête et percer le monde secret du cartel, comme nous le raconte l'agent Hippolito. On voulait obtenir un mandat de la Cour nous autorisant à mettre les suspects sur écoute et à recueillir des informations sur eux. Ainsi, on saurait ce que ces types tramaient avant qu'ils passent à l'action.
Comme le couple avait discuté de trafic de drogue avec Hippolito, les enquêteurs n'eurent aucun mal à obtenir l'autorisation de mettre leur ligne sur écoute. Le groupe d'intervention put ainsi vérifier si les membres du cartel se doutaient de la véritable identité d'Hippolito. Ils parlaient librement au téléphone. Ils discutaient de leurs arrangements ensemble, de leurs projets et du gros mafioso qu'ils avaient rencontré. Sur un enregistrement, on pouvait entendre Willie et Monica dire à leurs contacts au sein du cartel que Tony Romano ne présentait aucun danger. Le cartel avait mordu à l'hameçon. Il était prêt à passer à l'étape suivante. Il envoyait un autre membre haut placé pour rencontrer le mafioso. Une autre femme est alors apparue, une certaine Magola. C'était une très jolie Colombienne. C'était la nièce d'un baron de la drogue très connu qu'ils appelaient Ivan le Terrible et qui était responsable de la mort de 19 agents de la police nationale. Le groupe d'intervention savait qu'Ivan le Terrible était spécialisé dans le meurtre de policiers, généralement dans une chambre de torture qu'il avait fait construire dans ses installations de Bogota, en Colombie. Hippolito devait continuer de jouer son rôle et convaincre Magola qu'il était un membre de la mafia au risque d'être tué. Mais c'était le policier parfait pour ce genre de mission. Il avait grandi avec des gens qu'on disait de la pègre. Il savait comment il se comportait. Il leur ressemblait beaucoup. Il savait comment jouer son rôle et comment s'habiller. Il suffisait de le laisser aller un peu à sa guise, de lui donner un scénario, et il jouait le rôle à la perfection. Hippolito remarqua que l'un des associés de Magola avait une arme à feu. Il devait décider s'il y avait lieu de demander des renforts. Il préféra courir le risque de continuer à jouer son rôle. Il ne voulait pas faire échouer l'enquête. Les renforts savaient ce qu'ils devaient faire si quelqu'un les identifiait. Si quelqu'un nous identifiait, on s'éloignerait un peu des lieux. Jusqu'à un certain point, ils pourraient croire qu'ils avaient vu des fantômes. Mais ça n'aurait pas été des fantômes, bien entendu. Au bout du compte, Magola sembla croire que Tony Romano pouvait effectivement les aider à faire entrer la drogue au pays en toute sécurité. Lentement, le groupe d'intervention ouvrait des portes à l'intérieur du cartel. Ça se jouait petit à petit. D'abord, on a rencontré Eduardo, ensuite Monica, puis ça a été au tour de Willie. Maintenant, c'était Magola. Ils nous présentaient sans cesse de nouvelles personnes, et ces dernières faisaient un rapport à leurs supérieurs en Colombie et leur disaient comment les choses progressaient. Plus l'enquête progressait, et plus le C13 devait consacrer des ressources à l'affaire. On avait même fourni un bureau au policier Hippolito qui jouait le rôle d'un mafioso. J'avais un faux bureau à Floral Park dans le Queens, équipé de caméras et de micros. Je pouvais y faire enregistrer des rencontres et recueillir ainsi des indices. Dès que Willie et Monica se présentaient au bureau de Romano pour une réunion, ils étaient surveillés. L'agent spécial Mary Setzer du FBI jouait le rôle de la réceptionniste du mafioso. On se voyait au bureau environ 2 ou 3 fois par mois. J'avais la responsabilité de répondre à la porte quand les suspects arrivaient, d'annoncer leur arrivée à notre agent d'infiltration, puis de les faire entrer dans son bureau. Elle devait protéger l'agent d'infiltration, mais elle faisait aussi partie de la mise en scène. Richard essayait souvent de faire descendre la tension en me faisant des faux appels depuis son bureau lors des réunions. Il prenait son combiné et me disait « Assurez-vous que cette commande arrive demain ou terminez cette télécopie. » L'agent effectuait toutes ses manœuvres pour convaincre le cartel qu'il était bien Tony Romano. On doit se bâtir une crédibilité auprès de ces gens. Si vous prétendez être quelqu'un, vous devez leur montrer que c'est vrai, leur en faire la preuve. On a donc mis au point ce plan de les faire venir à mon bureau et de les mettre à l'aise. Ça nous donnait également un lieu de rencontre privé. Ils s'y sentaient en sécurité. C'est un processus lent que le groupe d'intervention a entrepris pour faire inculper de fraude des adversaires méfiants. Voici l'agent spécial et superviseur Fernando Llanos.
Ces individus étaient assez rusés. Ils étaient impliqués dans le trafic de narcotiques depuis plusieurs années en Colombie et ailleurs. Ils travaillaient pour le développement du cartel afin que la drogue soit distribuée partout à travers le monde. Lors de cette enquête, on était constamment inquiet qu'il y ait une fuite, que quelqu'un vende la mèche accidentellement ou que ces types découvrent le poteau rose lors de leurs opérations de surveillance. Si le cartel avait le moindre doute, il ferait assurément tuer Hippolito et son informateur. Lors de ses rares jours de congé, Hippolito devait justifier le fait qu'il ne pouvait rencontrer Willie et Monica. Il leur disait qu'il allait à Atlantic City pour y régler des affaires de la mafia. Bientôt, Willie et Monica lui demandèrent de leur montrer ce qu'il faisait dans cette ville de jeu. Cela posait un problème de taille pour Hippolito, car il ne menait aucune opération à Atlantic City. L'équipe dut mettre un plan au point pour berner les narcotrafiquants. Je les ai emmenés à Atlantic City avec moi, toujours pour sauver ma crédibilité. Ils voulaient savoir où je passais mes week-ends et quels endroits je fréquentais. On les a donc emmenés dans les casinos. Les policiers du New Jersey ont joué un rôle déterminant pour faire des arrangements avec les casinos, afin que je puisse y mettre les pieds et être traité comme un vrai caïd. On a ainsi pu leur obtenir des chambres et l'on a festoyé comme des rois. Il y avait constamment des renforts tout autour. L'opération avait été soigneusement préparée et rien n'avait été laissé au hasard. Le groupe d'intervention souhaitait que les membres du cartel soient absolument sûrs qu'Hippolito faisait partie de la mafia. Ils confièrent à un autre agent d'infiltration la mission de jouer le rôle d'un capitaine de la mafia qui demanderait à l'informateur de parler à Hippolito. L'informateur a glissé un mot à Richard, et Richard s'est éloigné du groupe, tout en restant dans le champ de vision des suspects. Comme prévu, notre pseudo-capitaine a embrassé Richard sur les deux joues, l'a pris dans ses bras et lui a remis une enveloppe contenant une liasse de billets de banque. Richard lui a ensuite donné congé. Il est retourné à la table, a sorti l'argent de l'enveloppe, l'a examiné avant de le remettre dans l'enveloppe et de se plaindre que même à Atlantic City, il n'avait jamais droit à une pause. Nos suspects ont semblé très impressionnés par cette mise en scène. Mais le cartel, lui, n'était pas encore convaincu. Ses dirigeants envoyèrent quelqu'un interroger Hippolito. Dans le milieu, il se faisait appeler Sammy, et sa spécialité était de démasquer les agents d'infiltration. Sammy était un type important. C'était un nouveau joueur dans notre affaire. Il était une figure d'autorité, quelqu'un qui, apparemment, pouvait déterminer si un individu était un agent d'infiltration ou pas. La pièce était remplie de micros, et les agents surveillaient les lieux depuis un bureau de l'hôtel tout en étant en contact avec d'autres agents postés près de la chambre. Ils devaient protéger Hippolito, mais ne pouvaient passer à l'action trop rapidement. On doit prendre ce genre de décision en une fraction de seconde. Et si l'on prend la mauvaise décision dans une enquête comme celle-là, en intervenant trop rapidement, on peut ruiner 1 an de travail. Par contre, si l'on hésite trop, on peut perdre un de nos agents. Sammy commença l'interrogatoire. Je ne l'ai pas fouillé pour voir s'il était armé, mais plusieurs de ces types le sont, et l'on doit être prudent. Je devais fournir les bonnes réponses, parce que s'il se doutait le moindrement que j'étais son ennemi et que je ne cherchais qu'à avoir sa peau, j'aime mieux ne pas imaginer ce qu'il aurait pu me faire. Hippolito savait que les renforts étaient tout prêts, mais il était malgré tout tendu. On établit toujours un signal avec les agents en renfort au cas où la situation dégénérerait. On a un mot de code. Mais si jamais on dit ce mot accidentellement, ils peuvent arriver et tout ruiner. À plusieurs reprises, Sammy fit entendre à Hippolito qu'il croyait qu'il leur mentait. On a eu chaud. On aurait pu prendre les lieux d'assaut en quelques secondes, mais ces quelques secondes pouvaient signifier la vie ou la mort. C'était une situation extrêmement angoissante. Sammy continuait de presser Hippolito de questions. Les agents craignaient que tous leurs efforts ne fussent réduits à néant si Hippolito ne fournissait pas la bonne réponse. Sa vie était en danger.
L'agent d'infiltration Richard Hippolito devait affronter un interrogateur du cartel de drogue de Pablo Escobar. L'homme se faisait appeler Sammy. Il exigea qu'Hippolito lui décrive en détail ses crimes antérieurs afin de prouver qu'il était bel et bien un membre de la mafia. Des agents surveillaient la rencontre, prêts à envoyer des renforts. À un moment donné au cours de l'interrogatoire, je me suis dit que je devais mettre un terme à la rencontre avant que l'informateur ou moi ne donnions la mauvaise réponse. Je me suis alors levé et j'ai dit, « Écoutez, vous attendez-vous réellement à ce que je vous révèle tout ce que j'ai fait? Croyez-vous que je vais vous dire qui j'ai tué et avec qui j'ai conclu des marchés de drogue? » J'ai ajouté, « Vous pourriez être un flic ou un agent. Je vous ai tout dit ce que j'avais à vous dire. » L'agent prenait un risque en jouant le mafioso qui voulait qu'on lui montre un peu de respect. J'ai dit, « Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec moi, je ferai affaire avec d'autres gens. » La tension monta d'un cran. Il était en colère. Il est alors allé rejoindre ses associés. Il discutait en espagnol, langue que je ne parle pas. Sammy et ses associés étaient peut-être en train de planifier un acte violent. Malheureusement, Hippolito ne pouvait changer ce qu'il avait dit. On ne peut pas montrer qu'on est intimidé ou qu'on a peur d'eux. C'est la pire chose à faire. Il faut se montrer aussi déterminé qu'eux, sinon plus. L'enquêteur Mike Garrity était juste à côté, mais il pouvait intervenir trop tard. On s'apprêtait à entrer en scène. Mais Richard s'en est bien tiré. Il a pu éviter la catastrophe. Sammy conclut finalement qu'Hippolito était vraiment un membre de la mafia. Il est revenu avec le sourire et m'a serré la main. Il a dit, « Nous allons faire affaire avec vous. » Une fois de plus, l'agent avait réussi à berner les suspects. L'agent Phil Spinelli, du service des douanes. Ça fait partie du boulot. On doit sembler calme, même lorsqu'on est sous pression. Mais Richard est un vrai pro, et il a très bien géré la situation. Avant le départ des narcotrafiquants d'Atlantic City, Sammy décida de tester l'informateur, comme s'en souvient l'agent spécial et superviseur Fernando Llanos. Tous ceux qui étaient là ont demandé à notre informateur de les accompagner à leur chambre pour lui parler en privé. Heureusement, on se trouvait dans la chambre voisine, d'où l'on a pu écouter la conversation. L'informateur n'avait pas subi d'entraînement comme l'agent d'infiltration. Il pouvait très bien mal réagir à l'interrogatoire auquel on le soumettait. Les agents purent voir Sammy tenter de contraindre l'informateur à trahir Tony Romano. Il n'y allait pas de main morte. La situation était très tendue. L'équipe de renfort a cru qu'elle aurait à défoncer la porte pour sauver l'informateur, ce qui aurait anéanti nos efforts. L'enquête était importante, mais elle était moins que la vie d'un homme. On doit prendre des risques calculés, et c'était un de ces moments délicats. Pourrions-nous réagir assez vite? Pourrions-nous intervenir à temps si cet homme brandissait une arme à feu ou un couteau et qu'il le plaçait sur le cou de notre informateur? L'informateur se refusait à trahir le puissant mafioso. Il a dit, « Les hommes de Romano vont me tuer plus vite que vous. Je ne ferai jamais rien pour le trahir, lui et le reste de la famille. » Et quand il a dit ça, ils se sont mis à le respecter. Si ce type refusait de me trahir, cela signifiait qu'il avait une certaine intégrité et qu'il ne leur causerait pas d'ennui à eux non plus. Ils ont alors débouché une bouteille de champagne et ils ont trinqué ensemble. Une autre crise venait d'être évitée. Ça aurait pu être la fin de l'enquête ou la fin de l'informateur s'ils avaient décidé de le tuer. On aurait dit que les cartels tenaient réunion sur réunion, mais c'est ainsi qu'ils avaient réussi à devenir si puissants. C'étaient des adversaires de taille. Il y a eu de nombreuses négociations avant qu'on puisse importer de la cocaïne de Colombie. La mission d'infiltration se poursuivait et l'échelon suivant était une rencontre avec Hernando Sanchez Henao, un membre haut placé du cartel. Celui-ci suggéra de ne pas se contenter d'un simple envoi, mais de commencer immédiatement un trafic régulier de cocaïne vers les États-Unis. Pour lui, il s'agissait d'un mariage conclu entre les cartels colombiens et la mafia américaine.
On leur fournissait l'occasion de faire entrer en contrebande un produit et de le garder dans nos entrepôts sans qu'il y ait la moindre intervention de la part des policiers. De fait, on fournissait à cette organisation un point de vente unique et ils étaient ravis. L'entrée en scène d'Hernando signifiait que le C-13 pénétrait de plus en plus profondément au cœur du cartel d'Escobar. On était très fiers d'avoir eu accès à lui, parce que ça nous indiquait qu'on se rapprochait peu à peu du chef. Munis d'un mandat, les enquêteurs mirent les lignes téléphoniques d'Hernando sur écoute. Pour protéger Hippolito, ils acheminaient les appels qu'il recevait à Atlantic City à sa maison de New York. Lors d'un appel d'Hernando, celui-ci demanda à Hippolito de se rendre en Colombie avec lui afin d'inspecter un envoi de cocaïne. Cette mission était trop risquée pour Hippolito. Ça aurait été comme de se jeter dans la gueule du loup. Le groupe d'intervention serait incapable de le protéger là-bas. Le cartel aurait toutefois des soupçons si l'agent reculait, et il pourrait le faire tuer. L'agent d'infiltration Richard Hippolito mettait sa vie en jeu pour faire démanteler le puissant cartel de drogue de Medellín. Hernando Sanchez Henao lui avait demandé de l'accompagner en Colombie pour inspecter un envoi de cocaïne. L'agent devait trouver un prétexte pour ne pas faire le voyage, celui-ci étant trop dangereux. Son équipe ne pourrait pas le protéger en terre étrangère. Il répondit à Hernando qu'il ne pouvait laisser ses affaires. Il espérait que le narcotrafiquant n'y verrait que du feu. De deux choses l'une. Ou bien il se désintéresserait de nous et l'on n'entendrait plus jamais parler d'eux, dépendamment de notre degré d'infiltration, ou bien il considérerait que j'en savais trop et ma vie serait en danger. Hippolito eut un coup de chance. Hernando le crut. Le groupe d'intervention surveillait toujours les suspects pour identifier le plus grand nombre possible de leurs complices. Les enquêteurs virent Hernando rencontrer un homme qu'on identifia plus tard comme étant Mauro Trujillo, un membre haut placé du cartel qui était recherché par la DEA pour le trafic de stupéfiants et le blanchiment d'argent. Les agents espéraient lui mettre la main au collet, mais comme ils ne voulaient pas faire avorter l'enquête, ils décidèrent d'attendre. Plus Hippolito infiltrait le cartel, plus il était en danger. Les facteurs de risque étaient plus grands. Certains soirs, je ne pouvais même pas rentrer à la maison. Pour rentrer chez moi, je devais absolument être sûr que je n'étais pas suivi. Finalement, après le jour de l'an, Hippolito apprit que la marchandise était sur le point d'arriver. Il y eut toutefois un changement dans les plans. Hernando lui dit que ce ne serait pas de la cocaïne qui arriverait. Le cartel avait plutôt choisi d'envoyer 9,5 tonnes de marijuana en guise d'essai. Hippolito fit mine d'être très agacé par ce changement de plan. Heureusement, la quantité de drogue était si importante qu'il serait possible de mettre enfin un terme à l'opération. Pour une quantité d'essai, c'était toute une quantité. On n'avait jamais vu cela avant. D'habitude, on parle d'environ 2 kilos de drogue. Ces types voient alors si la drogue est saisie ou non. Le groupe d'intervention ne pouvait pas permettre qu'une telle quantité de drogue se retrouve sur le marché noir. Quand l'envoi arriva au quai de New York, des agents civils le transportèrent aussitôt à l'entrepôt d'Hippolito. Les enquêteurs devaient vérifier ce qui se trouvait dans le conteneur. Malheureusement, celui-ci était scellé afin que personne ne l'ouvre. C'est une pratique courante dans le domaine du transport international. Les agents devraient trouver un moyen d'ouvrir le conteneur sans briser le sceau. L'agent Phil Spinelli, des douanes américaines. Ils sont parvenus à enlever la porte sans briser le sceau. À première vue, cela semblait être un envoi de vêtements. Mais sous les t-shirts se trouvaient des tonnes de marijuana. On a recueilli quelques 272 cartons contenant 8500 kilos de marijuana, dont la valeur était estimée à plus de 22 millions de dollars. À l'évidence, les agents faisaient affaire à un gros cartel. Il n'est pas facile de mettre la main sur 9,5 tonnes de marijuana. Ces gens avaient visiblement des ressources.
C'était vraiment eux les bandits, ceux qui faisaient ce trafic. Ces types détruisaient peu à peu le pays avec ces drogues. Et il nous fallait démanteler leur organisation pour mettre un terme à tout ça. Pour pouvoir entamer des poursuites, le groupe d'intervention C13 devait voir les suspects effectuer la transaction et accepter la marchandise. Hippolito les invita à entrer dans l'entrepôt. Bien entendu, il y avait des caméras vidéo et du matériel de surveillance à l'intérieur. Un de mes faux employés est venu avec de grosses pinces pour couper le seau sur le conteneur. Je leur ai donné le seau en leur disant que c'était un petit souvenir pour eux. Ils pouvaient ainsi voir que l'envoi était toujours scellé, que personne n'avait essayé de l'ouvrir. J'avais alors un couteau à ouverture automatique sur moi. J'ai ouvert le conteneur. Ils ont regardé à l'intérieur et semblaient satisfaits. Ils ont vu que c'était bien les choses qu'ils avaient envoyées. Ils ont alors voulu se servir. Mais Hippolito ne pouvait pas laisser les drogues se retrouver sur le marché noir. Il se servit alors à son avantage du changement de plan du cartel qui avait envoyé de la marijuana plutôt que de la cocaïne. J'ai dit, vous m'avez trompé, mais maintenant c'est moi qui vais vous dire quoi faire. Je veux que cette marchandise reste ici. Quand j'aurai reçu ma drogue, vous pourrez avoir votre marijuana. Les suspects furent alors pris de panique. Ils voulaient désespérément avoir cette drogue. Monica m'a même offert son bébé pour me montrer sa bonne foi. Personne jusque-là n'avait envisagé une telle proposition. La peur s'empare de nous quand on entend des histoires comme ça. Si elle était prête à donner son enfant à un criminel connu, que m'aurait-elle fait à moi ou à n'importe quel membre de l'équipe si elle avait découvert qu'on faisait partie des forces de l'ordre et que Richard était en fait un agent d'infiltration? Ça donne des frissons dans le dos. Hippolito ne changea pas d'idée. Il ne laisserait pas les narcotrafiquants prendre la marijuana tant qu'ils n'auraient pas reçu la cocaïne qu'il avait demandée. Les membres du cartel acceptèrent finalement et ils s'entendirent pour se rencontrer plus tard. Pendant que le C13 planifiait les arrestations, Hippolito fut soumis à des pressions de la part de membres du cartel. Je suis devenu très nerveux lors des rencontres qui ont suivi parce qu'ils insistaient pour qu'ils leur remettent la drogue, ou du moins une partie de la drogue, afin qu'ils puissent en vendre un peu. Le 3 février 1993, plus d'un an après le début de l'enquête, les plans d'arrestation étaient enfin terminés. Le groupe d'intervention passa à l'action. On commença par arrêter Willie et Monica au bureau d'Hippolito. Les suspects ne se doutaient de rien. Ils étaient complètement ahuris. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Des agents sont arrivés avec des fusils à la main et des gilets pare-balles sur le dos. L'homme qu'ils connaissaient sous le nom de Tony Romano apparut alors. Je suis arrivé et je leur ai parlé. J'ai essayé d'obtenir leur collaboration. Je leur ai dit que j'étais de la police. Je crois qu'ils se sont sentis trahis, mais j'avais fait cela dans l'intérêt de la justice. Willie m'a regardé, une larme au coin de l'œil, et m'a dit « Comment as-tu pu me faire ça? » Et j'ai dit « Willie, tu viens dans ce pays, tu importes ces drogues et tu détruis notre peuple, notre jeunesse. » J'ai ajouté « Moi, je suis un agent de police, je suis un enquêteur, je suis là pour faire respecter la loi et toi, tu l'as enfreinte. » J'ai dit « Vous êtes en état d'arrestation. » Et ça s'est terminé là. Je suis alors sorti de la pièce. En l'espace de 24 heures, le C13 procéda à l'arrestation d'Hernando et de 6 autres de ses complices. On n'a jamais retrouvé Magola. Elle s'est enfuie en Colombie. Eduardo, Monica, Willie, Hernando, Trujillo et d'autres ont été accusés de multiples chefs d'inculpation pour avoir comploté en vue de distribuer des narcotiques. L'agent spécial Mary Setzer du FBI. Ils ont tous plaidé coupables.
Mais Mauro Trujillo, connu également sous le nom de Restrepo, s'est enfui du pays pour retourner en Colombie. Le FBI est toujours à la recherche d'informations sur l'endroit où Trujillo pourrait se trouver. Si quelqu'un a des informations à ce sujet, il peut appeler le bureau du FBI de New York au 212-384-1000. Grâce à une dangereuse mission de plus d'1 an, menée par les agents du FBI et les policiers qui formaient le groupe d'intervention C13, on a pu démanteler un cartel de drogue que plusieurs croyaient impossible à arrêter.